Pieds nus, seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. S. Après un délicieux déjeuner de salade de mangue et de poulet curry, Surpan proposa une courte sieste à ses deux compagnons. Saroche s'était déjà endormi, la tête sous le sac à dos, à même le sol. Malo s'allongea sur un coin du pagne à côté de Surpan. Quand il se réveilla, les deux hommes méditaient, adossés au même arbre. Malo attendit sans faire de bruit. « Vous méditez souvent ?» questionna le jeune Français quand ils eurent fini. « Le plus souvent possible. À quoi cela vous sert-il ?»« À rien, justement. La méditation est le seul moment où l'on s'autorise de ne rien avoir à faire. C'est un instant de tranquillité où l'on ne se fixe pas d'objectif, pas danger de résultat, juste une parenthèse où l'on se fiche la paix. J'ai déjà essayé, mais j'ai détesté ça. Rester immobile, c'est pas mon truc. Comme dans tout ce que l'on commence, il faut y aller petit à petit. Au début, c'est difficile, puis ça devient facile jusqu'à ce que ça s'avère nécessaire. » Ils rassemblèrent leurs affaires et reprirent la marche. Saroche, toujours en tête, écarté de sa sarpette, les branchages tenaces. « Ici, tu peux te ressourcer très rapidement, » commença Surpan. « Me ressourcer ? Oui, avec la nature. Connais-tu le monde des plantes ? Non, pas très bien. En fait, pas du tout. Je suis un homme des villes, plaisanta Malo. Quand j'étais plus jeune, je vivais à la mer, mais la campagne, je connais mal. Quel dommage! Que vouliez-vous dire par se ressourcer ici? La forêt me donne de l'énergie au quotidien. Apprenez-moi, s'enthousiasma Malo. Les arbres recouvrent un tiers des terres émergées de la planète. Dans cette forêt primaire, certains sont vieux de plusieurs siècles. Regarde cela. Ils ont grandi ensemble et se sont enlacés pour n'en former qu'un. Malo s'approcha et caressa, attendri, la tresse dessinée par les racines. Ils constituent des communautés. En voici une, justement. Probablement des frères et sœurs. Parfois, les familles sont bien plus étendues. Surpan désigna un arbrisseau qui poussait à l'ombre de ses ancêtres, expliquant comment ils étaient capables, avec les pointes de leurs racines, de reconnaître leur progéniture. Les arbres mères donnent des substances nutritives comme si elles allaitaient. Comment ça? Surpan tapota sur sa chaussure la terre. Tout se passe sous nos pieds. Dans un entrelacement, le vieil homme montra d'un mouvement circulaire la forêt qui s'étendait devant eux. L'organisation des végétaux est un immense réseau social, une communauté où l'on prend soin des plus jeunes et des malades. Il entraîna Malo vers une souche. Regarde, c'est le reste d'un arbre qui est encore en vie. Son tronc est tombé il y a environ 200 ans. Mais son voisin continue de nourrir le chicot par les racines. Il en pointa un autre de son index. Celui-ci est fendu, il lutte pour survivre, alimenté par son entourage. Malo écoutait subjugué par les propos de Surpan. Ils reprirent leur marche. Tu vois, Malo, l'arbre offre sans aucune condition. C'est un être social. La communauté s'occupe de celui qui ne va pas bien jusqu'à ce qu'il guérisse. Surpan tenait un discours passionné. Ils peuvent communiquer en s'envoyant des substances chimiques par les feuilles ou leurs racines et alerter ainsi sur la présence d'un parasite. Ils enregistrent les jours les plus chauds, qu'ils annoncent la saison sèche ou la saison des pluies. Ils donnent aussi le signal du bourgeonnement. Nous avons beaucoup de choses à apprendre d'eux. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux. J'étais loin d'imaginer tout ça. Les respecter, c'est se respecter soi-même. Nous pensons que nous sommes ici et que la nature est là-bas. Non. Nous faisons partie d'elle. Quand nous la protégeons, nous nous sauvegardons. Peu de gens en ont conscience pourtant. Oui, malheureusement, acquiesça Surpan. En te promenant, observe les branches, les vieilles souches, les jeunes pousses. Appuie-toi contre un tronc, ressource-toi, régénère-toi. Surpan marqua une pause et invita Malo à s'asseoir quelques minutes sur un tronc de teck,
allongés en travers du chemin. Les arbres ont également conscience du danger et savent comment s'en défendre. Se défendre? Oui, en présence de certaines chenilles destructrices, ils sont capables d'acheminer des substances toxiques dans leurs branches et leurs feuilles pour les empoisonner, puis d'alerter chimiquement les arbres environnants. La science a découvert que le chêne peut envoyer 600 signaux différents. C'est l'équivalent de notre langage. La science s'y intéresse? Pas assez, mais le fait que les végétaux communiquent entre eux est connu depuis plus de 20 ans. Les deux hommes continuèrent leur chemin après cette courte pause, tout en conversant. Mais pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Parce que nous avons divisé la nature en 3 grandes catégories, répondit Serpent avec tristesse. Les hommes, les animaux et les plantes. Or, nous traitons ces dernières comme des simples matériaux à notre service, pas comme des êtres vivants. Heureusement, les consciences changent. En Suisse, la Constitution mentionne depuis peu le droit des plantes. Et tant mieux, car elles ne sont pas si différentes des animaux et des humains. Nous faisons partie d'une même unité. C'est vrai qu'au milieu de la forêt, j'ai comme une sensation d'union avec la nature. Ce n'est pas juste une sensation. Toutes les cellules de ton corps sont en fusion avec leur environnement. Tout à l'heure, adossé au tronc, j'ai perçu une puissance dans mon dos. C'est idiot, hein? Mais je me sentais profondément protégée, presque aimée. L'arbre donne inconditionnellement, ton corps et ton cœur le ressentent. Malo marcha un moment en silence à l'écoute de cette joie intérieure. Malo marcha un moment en silence à l'écoute de cette joie intérieure. Il discernait maintenant comment son corps se ressourçait au contact de cette nature vieille de plusieurs décennies, comme si des sages ancestraux s'étaient réunis pour parler à un autre niveau de perception. Était-ce cela la conscience corporelle dont Fung lui avait parlé si souvent? Les 3 hommes arrivèrent sur un chemin de terre. Saroge ôta ses chaussures et se mit à marcher pieds nus. Que fait-il? Interrogea Malo en observant le jeune homme thaïlandais se déplacer lentement. C'est ce que je te disais, pour comprendre l'intelligence du corps, 3 fondamentaux sont nécessaires. Tu connais maintenant les 2 premiers, le silence qui laisse au corps la place de se manifester et les massages qui révèlent nos zones de turbulence, tout en permettant la prévention et même la thérapie. Mais le corps a également besoin de s'équilibrer. Comment ça? Notre corps est une véritable machine énergétique et bioélectrique. Sans courant, notre organisme ne survivrait pas et les fonctions vitales s'arrêteraient. Notre cerveau, nos muscles, notre métabolisme, nos 5 sens fonctionnent par impulsion électrique. Les modifications chimiques qui ont lieu dans notre corps s'opèrent elles aussi par des transferts électrochimiques. Dans les années 60, nous avons inventé les matériaux synthétiques et rapidement, une des premières choses que nous avons faites a été de mettre du caoutchouc dans nos semelles, une véritable source de confort pour les pieds et pour les fabricants qui s'enrichissent. Seulement, voilà, le caoutchouc est un très bon isolant électrique. Or, nous sommes des organismes qui vivons et grandissons sur Terre. Avec nos chaussures, notre corps est désormais coupé de la Terre. Et donc, l'électricité qui s'accumule en nous arrive difficilement à se décharger. Malo écoutait sans oser l'interrompre. Sais-tu que la zone des pieds est l'une des plus riches en terminaisons nerveuses, environ 200 par centimètre carré?
Je comprends mieux pourquoi la réflexologie me fait si mal. Les deux hommes se mirent à rire, puis Serpent reprit. As-tu entendu parler de Clinton Hobber? Non. C'était un industriel du câble et de la télécommunication. Suite à une maladie qui a failli lui être fatale au début des années 90, il a réalisé une étude très intéressante. Il a pris 60 individus présentant des souffrances musculaires, articulaires et des troubles du sommeil et les a répartis aléatoirement dans deux catégories. L'une dormait sur un matelas en fibre de carbone relié à la terre et l'autre pas. Les résultats furent significatifs pour le groupe connecté à la Terre. Sommeil de meilleure qualité pour 100% d'entre eux, moins de douleurs chroniques pour 75% et moins de raideur pour 80%. Pour le groupe non raccordé, seuls 10% ont pu observer quelques modifications, mais aucune en ce qui concerne les souffrances articulaires et musculaires. Simplement en se reliant à la Terre, oui, il a pris pour base les systèmes électriques du quotidien qui ont besoin d'être connectés à la Terre afin d'éviter toute interférence avec des champs électromagnétiques extérieurs. La prise Terre sert à évacuer le trop-plein d'électricité pour compenser les défauts d'isolation et empêcher les risques d'électrocution. Malo observait sa roche marcher librement les pieds nus tout en écoutant Serpent. Il est vital de se raccorder à la Terre dans notre monde industrialisé, de plus en plus connecté. Télévision, ordinateur, automobile, téléphone portable accroissent la surcharge en ions positifs et en radicaux libres dus à la pollution électromagnétique, ce qui affecte notre corps en profondeur. Pas simple de se reconnecter en ville entre le béton et le macadam. C'est pourquoi il est impératif pour notre humanité de redécouvrir ce simple bon sens dont nous nous sommes éloignés. Malo s'assit et enleva à son tour ses baskets pour tenter l'expérience. Dans un premier temps, il dut lutter contre sa peur des insectes qui risquaient de le piquer. Il était attentif à ne pas se blesser avec une racine, une feuille, un caillou, mais très vite, il se redressa et prit du plaisir à marcher sur cette terre-mer légèrement humide. Il suivait les pas de sa roche, portant son attention aux charges et décharges électriques de son corps qui se détendaient. En silence, il ralentissait le pas pour ressentir les points de contact avec la terre et respirer amplement comme lui montrait sa roche. Un certain bien-être l'envahissait, il sentait les battements réguliers de son cœur. Après un long moment, il demanda à Serpent. « C'est une sorte de méditation ? Appelle cela comme tu veux. Combien de temps faut-il méditer par jour ? Il ne faut rien du tout, et encore moins en méditation. C'est un espace où tu te laisses tranquille. Alors, combien de temps conseillez-vous ? Je pense qu'une demi-heure de méditation par jour est essentielle. Mais lorsque l'on est très occupé, dans ce cas, 1 heure est nécessaire.